Chers enseignants et chères enseignantes de France, en tant que président des souverainistes, je souhaite vous adresser tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle année scolaire qui commence en ce 8 septembre 2023. Le métier d'enseignant est certainement le plus beau au monde. Instruire des élèves, partager avec eux la passion de sa matière, que ce soit en littérature, en mathématiques, en économie, en sport, les préparer avec enthousiasme à la réussite de leurs examens et de leurs concours, les sensibiliser à la nécessité d'un métier, les rendre fiers, épanouis, confiants en eux, quoi de plus beau? Être professeur suppose un réel engagement et je veux dire à tous les enseignants et toutes les enseignantes de France qui m'écoutent, soyez fiers de votre métier, soyez fiers de votre mission, soyez fiers de votre vocation professorale. Votre métier est si important, si utile, si nécessaire à notre pays bien-aimé, la France, et surtout aux nouvelles générations. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, et je le sais, souffrent d'un très grand manque de considération, que ce soit de la part de leur chef d'établissement, du personnel éducatif ou pire, des parents ou des élèves dont nombreux sont radicalisés, sont d'une grossièreté innommable et d'une agressivité insoutenable. Passionnée par les problématiques éducatives et ayant l'ambition de succéder à Madame Borne en tant que Première ministre et chef du gouvernement, oui, c'est mon vœu le plus cher et tous mes sympathisants souverainistes œuvrent et sont mobilisés pour que le gouvernement de Madame Borne soit limogé lors de la prochaine motion de censure. J'ai relu avec beaucoup d'intérêt cet été l'essai de René Chiche intitulé « La désinstruction nationale », l'essai de Jean-Paul Briguelli intitulé « La fabrique du crétin » qui est toujours d'actualité. Et je viens de terminer le livre d'Ève Wagerland, « Un prof ne devrait pas dire ça ». Ces trois essais ont plusieurs points en commun et en particulier, ils ont été écrits par des professeurs chevronnés. Ils décrivent tous trois la déliquescence du service public de l'éducation nationale et ils dénoncent avec objectivité, fait à l'appui, les méfaits du pédagogisme qui gangrènent depuis 30 ans et surtout depuis 2017, je dirais, le ministère de l'Éducation nationale situé à Paris, rue de Grenelle, sorte de forteresse imprenable où syndicalistes et wokistes font la loi. L'essai d'Ève Wagerland, je tiens à le dire, m'a fait froid dans le dos. C'est une plongée dramatique dans les arcanes des collèges et lycées publics d'Île-de-France. Une plongée dans un univers ubuesque et cauchemardesque, gangréné par l'insécurité, le délabrement des classes, l'islamisme politique, le nivellement par le bas, le harcèlement numérique, l'idéologie LGBT, le pédagogisme effréné et les intimidations de parents ou de mineurs, le plus souvent extrêmement radicalisés. Dans cet univers bardé de cycles, d'idéologies et d'acronymes incompréhensibles, le bon professeur qui voudra faire réussir ses élèves ou l'élève qui voudra réussir sa scolarité aura le plus grand mal à accomplir cet objectif et cette ambition, tant les obstacles sont nombreux. Contrôle tatillon de l'administration, intimidation de l'équipe pédagogique, obsession du pas de vague pour préserver la réputation de l'établissement, obligation de porter une attention soutenue aux élèves les plus médiocres au mépris des hauts potentiels, obsession macroniste des classes multiniveaux où on mélange allègrement un jeune dealer sorti de prison, un handicapé moteur incapable de lire, d'écrire ou de parler, et un migrant radicalisé ne sachant pas parler le français, et tout cela au milieu de très bons élèves. Bref, un cocktail explosif pour déconstruire et ensauvager l'école publique française et désinstruire les élèves dont nombreux, même bacheliers, savent à peine lire, écrire, compter et s'exprimer correctement, les 4 savoirs fondamentaux selon moi, de l'école primaire. Et donc, il faut le constater, les progressistes qui nous gouvernent rêvent d'édifier en France, de manière totalement cynique et perfide, une masse informe de moutons, incultes et débauchés, une masse informe de covidios et de covidiotes soumis à la doxa mondialiste, biberonnés au catastrophisme climatique et à l'idéologie LGBT, facilement endoctrinables et heureux de travailler dans les services, au mépris de l'industrie. Et je dis une nouvelle fois, honte à ce gouvernement scélérat. À Paris, dans le métro, sur tous les panneaux publicitaires,
On voit de très belles photographies en noir et blanc réalisées par le célèbre studio Harcourt, où des mannequins de tout âge se vantent de faire le plus beau métier du monde, femme de ménage. C'est dire à quel niveau la France est tombée et à quel métier emblématique le gouvernement progressiste de Madame Borne veut réduire une majorité de nos compatriotes et en particulier les femmes. Chers enseignants et chères enseignantes de France, il faut rompre définitivement avec le gouvernement impie, incompétent, décadent, cosmopolite, LGBTisé de Madame Borne qui vous méprise au regard de ses décisions, au regard de ses décrets, au regard de ses nominations. Il faut exercer votre droit de retrait si vous êtes confronté à une classe d'élèves entièrement arabisée et entièrement islamisée. 500 000 étrangers, tous musulmans, la plupart radicalisés, émigrent en France chaque année avec la complicité cynique et perfide du gouvernement de Madame Borne. Ne vous mettez pas en danger inutilement. Exercez votre droit de retrait. Le fait que Madame Borne ait choisi délibérément Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation nationale en dit long sur son idéologie dévoyée. Cet homme de 34 ans, pur produit de la doxa macroniste, maîtrisant la novlangue macronienne comme personne, est un LGBT assumé. Marié à un homme, sans enfant, de confession israélite, ancien socialiste, ardent défenseur de la GPA, qu'il estime éthique et qui n'a jamais mis les pieds dans un établissement public en tant qu'élève et en tant que professeur. Que connaît-il à l'école publique française? Rien, strictement rien. Sous ses beaux atours et ses belles paroles, Gabriel Attal est un progressiste forcené, défenseur, comme ses prédécesseurs macronistes, de la mixité ethnique et sociale et de l'éducation obligatoire à la sexualité, qui n'est qu'un moyen détourné d'initier les mineurs à la pornographie, à la pédophilie et à la débauche. Certes, M. Attal a interdit, il était temps, le port de l'abaya dans les collèges et lycées publics français et c'est une très bonne chose. Ce vêtement islamique porté par de jeunes musulmanes radicalisées doit être interdit dans tous nos établissements publics, dans toutes nos grandes écoles, dans toutes nos universités françaises qui ne doivent pas devenir des établissements coraniques. Merci au Conseil d'État d'avoir confirmé hier son interdiction légitime et j'attendais sa décision pour m'exprimer aujourd'hui devant vous, chers enseignants et chères enseignantes de France. Mais plus encore, et c'est ce que défendent les souverainistes, résolument attachés à la laïcité à la française et aux racines chrétiennes de la France, le vêtement islamique qui est le porte-drapeau des associations fréristes doit être strictement interdit dans tout l'espace public, en France, en Corse et dans nos chers territoires d'outre-mer. Voilà notre préconisation en tant que souverainiste et ma préconisation en tant que présidente du parti politique Les Souverainistes. Un bon musulman, une bonne musulmane doit vivre en terre d'islam, de l'autre côté de la mer Méditerranée, au Maghreb, en Turquie, sur la péninsule arabique ou dans l'un des 57 pays membres de l'OCI, Organisation de la coopération islamique. Les islamistes n'ont rien à faire en France, terre chrétienne depuis 2000 ans, et pays forgé par le christianisme et le culte marial, fille aînée de l'Église catholique depuis 1500 ans, depuis le baptême du roi Clovis, roi des Francs, converti au catholicisme par amour pour sa belle épouse, la sainte reine Clotilde, en l'an 496 à Reims. En tant que président des souverainistes, porte-parole de la droite souverainiste et fervente catholique, je ne cesse de le répéter publiquement. L'islam n'a pas sa place en France. L'islam n'est pas compatible avec nos valeurs démocratiques et nos codes de civilité. L'islam n'est pas compatible avec nos codes vestimentaires. L'islam n'est pas compatible avec notre laïcité à la française. L'islam n'est d'ailleurs pas cité dans la loi de 1905 relative à la laïcité, puisqu'en 1905, en France, c'était le temps du bonheur. Il n'y avait en France ni musulmans, ni islamistes, ni la moindre mosquée. L'islam, enfin, n'est pas compatible avec les racines chrétiennes de la France. Que les Fatmas, les Moukers, les imams, les blédards, les beurettes et toutes les misses abaya quittent le territoire français et s'en retournent chez eux, en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, sur la terre de leurs aïeux, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Ils sont non intégrables, non assimilables à l'art de vivre à la française, qui est très particulier, et surtout non convertissables
à la foi catholique, à la religion chrétienne, qui est majoritaire en France, puisque l'apostasie est condamnée à mort par leurs chefs religieux. Les islamistes en France ne partagent ni notre langue, ni notre religion, ni nos codes de politesse, ni nos codes éducatifs, ni nos codes culturels, ni nos codes artistiques, ni nos codes civilisationnels, ni nos codes vestimentaires, ni nos codes alimentaires. Aucun Français de souche ne mange halal, aucune Française de souche ne porte une abaya islamique, vêtements que nous jugeons en tant que Françaises, qui sont souvent très éprises de mode, particulièrement hideux. De surcroît, la France, qui ne peut être réduite à la République, qui n'est qu'un simple régime politique né en 1792, refuse catégoriquement de devenir une France arabisée, une France africanisée, une France islamisée, une France métissée, une France communautarisée et une nation œcuménique. 44 millions d'entre nous sommes baptisés et catholiques et nous refusons absolument, catégoriquement, ce n'est pas négociable, l'expansion de l'islam politique sur tout le territoire français, en Corse et dans nos territoires d'outre-mer. Et nous voulons que les islamistes quittent la France, la Corse et l'outre-mer le plus rapidement possible, avec femmes et enfants, sur la base du volontariat et dans un esprit résolument pacifique. C'est la raison pour laquelle je souhaite supprimer la binationalité, légaliser le concept de préférence nationale et priver ainsi les islamistes de toute aide sociale et de tout revenu social pour accélérer leur retour tant attendu dans leur pays natal. La réémigration des islamistes en terre d'islam est la priorité politique des souverainistes et elle est, me semble-t-il, la solution à notre très grave crise politique, à notre très grave crise gouvernementale et la mère des batailles compte tenu de notre déclin démographique, de notre déclin éducatif et de notre déclin financier. Pas besoin de référendum pour agir, juste du courage et du volontarisme politique. Et cela, je le dis, j'en ai à l'appel. Si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement en remplacement de Madame Borne, je m'engage solennellement à former un nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire formé de 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes, souverainistes de gauche comme souverainistes de droite, parlementaires ou issus de la société civile, tous catholiques, tous mariés, tous hétérosexuels. Aucun sioniste, aucun LGBT, aucun musulman, aucun franc-maçon ne siégera dans mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire qui sera entièrement français, blanc et chrétien, à l'image, je tiens à le rappeler, de la France profonde, de la France historique. Je crois d'ailleurs davantage à l'arc souverainiste qu'à l'arc républicain pour créer cette union nationale que j'appelle de mes voeux. Dans mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire, il n'y aura aussi, je tiens à le préciser, aucun représentant de l'extrême gauche et aucun représentant de l'extrême droite. Qu'est-ce que j'entends par extrême gauche et qu'est-ce que j'entends par extrême droite? L'extrême gauche, ce sont les élus de la France insoumise, les islamo-gauchistes qui osent affirmer de manière fallacieuse et au mépris de la réalité que l'abaya n'est pas un vêtement islamique alors qu'il l'est. Le Conseil d'État l'a confirmé hier en droit. Les insoumis, totalement soumis à la doxa mélenchoniste, sont prêts à toutes les compromissions, à toutes les lâchetés, à tous les mensonges pour conforter leur base électorale constituée à 60% d'arabo-musulmans. J'invite solennellement et publiquement une nouvelle fois M. Mélenchon à cesser toute activité politique et à prendre sa retraite bien méritée, car nous refusons son fantasme d'une France islamisée. L'extrême droite, ce sont les partisans d'Éric Zemmour, un sioniste d'origine algérienne, polygame assumé, pétiniste assumé, antichrétien assumé, qui veut, je le cite, une église sans Christ. Les zemmouristes, totalement soumis à la doxa maréchaliste, sont prêts à toutes les compromissions, à toutes les radicalités, à tous les catastrophismes pour conforter leur base électorale constituée à 60% de sionistes. J'invite publiquement et solennellement, une nouvelle fois, M. Éric Zemmour a cessé toute activité politique et à s'en retourner à son métier de polémiste, car nous refusons son fantasme d'une France israélite et nous refusons, comme il l'envisage de manière totalement blasphématoire et sacrilège, des églises sans Christ. Si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, je m'engage à nommer un ou une ministre de l'instruction publique, oui je préfère ce terme, instruction publique à éducation nationale, qui soit à la hauteur de vos attentes, chers enseignants et chères enseignantes de France, et un ministre qui ait acquis bien sûr une expérience professorale confirmée.
Voilà mon engagement clair, net, précis et solennel. Quelles sont les premières mesures politiques et pédagogiques que mon futur ministre de l'Instruction publique prendra sous mon autorité souveraine en tant que Premier ministre et chef du gouvernement? Premièrement, la loi du 15 mars 2004 sera amendée afin que soit interdit dans les écoles, collèges, lycées et universités publiques le port de déguisements ou de tenues folkloriques. Cela permettra d'éliminer l'argument fallacieux de discrimination religieuse que nous opposent les islamistes. Cela permettra deuxièmement aux élèves catholiques de porter ostensiblement leur croix chrétienne, comme je le fais moi-même, autour du cou. Cela permettra enfin de stopper les travestissements ridicules de ceux qui se revendiquent alors qu'ils sont mineurs LGBT. Deuxièmement, l'obligation scolaire à 16 ans sera confortée pour permettre à tout chef d'établissement d'exclure temporairement ou définitivement de l'enceinte scolaire tout élève délinquant, tout élève harceleur, tout élève injurieux, tout élève causant par sa violence ou sa tenue vestimentaire un trouble à l'ordre public et à la paix scolaire. Aux parents et non aux chefs d'établissement, la responsabilité de trouver un autre lycée, privé ou militaire, susceptible d'accueillir son enfant délinquant. Troisièmement, la revalorisation du métier d'enseignant sera actée par une revalorisation en termes d'image, de considération et de rémunération. Le métier d'enseignant doit retrouver ses lettres de noblesse et son attrait financier. Je m'engage solennellement, chers enseignants de France, à ce que le salaire initial d'un professeur agrégé titulaire d'un bac+5 soit de 2 000 € net par mois, sachant qu'un professeur bénéficie de 4 mois de vacances par an. Les ZEP et les REF, subventionnés à outrance par le gouvernement, qui accueillent une majorité de jeunes islamistes radicaux, seront progressivement supprimés. Quatrièmement, je souhaite que la rédaction des programmes scolaires soit dorénavant confiée à des agrégés et non à des pédagogistes. Les tablettes et les portables qui sont à l'origine du harcèlement numérique, de suicide et de la propagation de la pornographie seront interdits à l'école primaire, au collège et au lycée. Les classes multiniveaux seront supprimées et formées à partir du niveau d'excellence des élèves. Je préconise les bons élèves avec les bons, les moyens avec les moyens, les mauvais avec les mauvais. Et bien sûr, le passage dans une meilleure classe sera tout à fait possible en cours d'année si les notes de l'élève le justifient et le méritent. La sélection des élèves se fera demain sur la maîtrise de la langue française et de l'orthographe française, car qui sait bien écrire, sait bien penser. On ne peut pas renouer avec notre excellence éducative d'antan avec des classes multiniveaux. Demain, qui n'obtiendra pas son brevet des collèges ne pourra pas accéder au lycée général. Le redoublement et la notation des copies retrouveront leur juste place. Notation qui ira de 1 à 20, comme nous l'avons toutes et tous connu. Quant à l'apprentissage, il sera ouvert à l'issue de la classe de 3e dès l'âge de 15 ans. La durée hebdomadaire du travail d'un apprenti ne pourra excéder 25 heures par semaine. Je souhaite qu'il n'y ait bien sûr aucune cotisation sociale et patronale sur les indemnités des apprentis qui gagneront 300 ou 400 € net par mois. Leur indemnité doit être négociée avec les organisations syndicales. Cinquièmement, toutes les réformes stupides conduites par M. Blanquer et M. Pape Ndiaye seront totalement abrogées. Le baccalauréat retrouvera ses filières initiales L, S, ES, T, littéraire, scientifique, économique et technologique. Le contrôle continu en terminale sera supprimé. Le bac pour tous, totem des années langues, sera revu à la baisse. La qualité de l'expression écrite et orale sera déterminante pour accéder aux écoles préparatoires, à l'université et aux grandes écoles. J'ai effectué, je tiens à le rappeler, toute ma scolarité à l'école publique. Oui, mes parents, même s'ils m'ont donné un très grand apprentissage de la foi catholique et du catéchisme, tenaient absolument à ce que je sois scolarisée à l'école publique. Donc j'ai effectué toute ma scolarité à l'école, collège, lycée et université de la Sorbonne où je me suis beaucoup épanouie. Et j'ai enseigné aussi 1 an en tant que professeur de lettres en lycée privé, puis en lycée public en tant que contractuel. Je sais donc de quoi je parle, je pense avoir la légitimité pour m'adresser aux enseignants et aux enseignantes de France et proposer des réformes que je juge nécessaires et urgentes. L'université française ne sera désormais accessible qu'aux bacheliers issus de l'enseignement général. Les élèves issus des lycées professionnels et des lycées technologiques pourront intégrer directement le marché du travail ou accéder à un IUT, voire un IAE,
institut d'administration des entreprises, qui seul délivre des licences professionnelles. Le contenu des licences professionnelles sera conçu en étroite collaboration avec les fédérations professionnelles. Elles seules savent les compétences utiles et adaptées à leur filière métier. Je leur fais entièrement confiance. On ne peut pas former un bon artisan si on ne consulte pas les experts du métier. Le concept de discrimination positive à l'égard des minorités ethniques disparaîtra, que ce soit à l'entrée des lycées d'excellence, à l'entrée des universités, à l'entrée des grandes écoles, à l'entrée des écoles préparatoires qui doivent rester élitistes dans leur recrutement comme dans leur fonctionnement. Sixièmement, tous les étudiants étrangers devront être titulaires du certificat Voltaire qui atteste d'une excellente maîtrise de l'orthographe française pour s'inscrire à l'université française et dans nos grandes écoles, et leurs frais d'inscription seront triplés. Il n'y aura aucune bourse donnée aux élèves étrangers. L'écriture inclusive, la méthode globale, la réécriture du roman national, l'idéologie LGBT, l'éducation obligatoire à la sexualité, la théorie mensongère du réchauffement climatique, le port du masque, le vêtement islamique disparaîtront définitivement de l'école, du collège, du lycée et de l'université française si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement. À la place seront rendus obligatoires les 10 savoirs fondamentaux qui constituent les piliers d'une bonne instruction, et ce, dès la classe de 6e. Quels sont ces 10 savoirs fondamentaux? Il s'agit du français, des mathématiques, de l'histoire de France, de la géographie, de la biologie, de l'anglais, du latin, du sport, de la musique et de l'instruction civique, matière qui sera remplacée en seconde et en première par l'économie et en terminale par la philosophie. L'apprentissage d'une seconde langue européenne ou régionale sera encouragé mais demeurera optionnel. L'enseignement de l'arabe et du chinois, qui ne sont pas des langues européennes, ne sera plus autorisé ni au collège, ni au lycée, ni même au lycée international, ni même à l'université française, mais dans des instituts privés. Je souhaite en revanche que tous les élèves français soient parfaitement bilingues à la fois en latin et en anglais, car qui maîtrisent le latin bénéficient d'un vocabulaire élargi en français, qui maîtrise l'anglais, nous le savons toutes et tous, peut voyager et travailler dans le monde entier, car reconnaissons que l'anglais, même si je déplore l'expansion du franc anglais, qui est souvent parfaitement ridicule, est devenu en quelques décennies une langue internationale. Pour rappel aussi, la musique, l'enseignement de la musique sera obligatoire, car qui pratique un instrument de musique développe son ouïe et son sens du beau. Et enfin, qui pratique un sport en amateur ou en compétition développe sa santé, sa combativité et sa capacité d'endurance. Septièmement, et c'est mon dernier point, la laïcité à la française sera réaffirmée dans toutes les écoles, collèges, lycées et universités publiques. Pas besoin de formation, juste un prospectus clair, net et précis. Qu'est-ce que la laïcité à la française? Il faut savoir la définir pour mieux la protéger. La laïcité à la française est un principe de séparation entre la société civile et la société religieuse. La laïcité à la française est un principe de séparation entre l'Église et l'État, initialement entre l'Église catholique et l'État français. C'est là tout le sens de la loi de 1905. La laïcité à la française est un principe de séparation entre le temporel et le spirituel. La laïcité à la française est parfaitement conciliable avec nos valeurs démocratiques et notre héritage chrétien. La laïcité, ce n'est donc pas l'athéisme. La laïcité, ce n'est donc pas l'œcuménisme. La laïcité, ce n'est donc pas le communautarisme. Et la laïcité, ce n'est donc pas le multiculturalisme. Seul l'État en France est laïque et seuls les fonctionnaires ou les contractuels travaillant dans un service public sont contraints à la neutralité religieuse. Mais à la différence des autres pays, la plupart des églises et des cathédrales en France sont la propriété des communes qui se doivent de les entretenir, de les conserver et de les restaurer. Il y a donc bien, dans la loi 1905, la reconnaissance du culte catholique et de son patrimoine religieux. L'État laïque français ne m'empêche pas de vivre ma foi catholique, d'aller à l'église chaque dimanche et de porter le signe discret de ma foi catholique, à savoir ma croix chrétienne autour du cou. Tous les chefs d'entreprise, les salariés, les élus, les journalistes catholiques devraient porter ostensiblement leur croix chrétienne autour du cou ou au poignet, car rien dans notre droit ne les empêche d'affirmer et de témoigner de leur foi catholique. En tant que présidente des souverainistes et ferventes catholiques, je suis totalement opposée au port du vêtement islamique qui doit être strictement interdit en France, en Corse et dans nos territoires d'outre-mer et dans tout l'espace public, mais je ne suis pas opposée à titre personnel au port d'un collier discret ou d'une gourmette discrète indiquant son appartenance religieuse. C'est la raison pour laquelle je pense que la loi de 2004 doit être élargie et amendée.
Le drame du professeur Samuel Paty, égorgé par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, a traumatisé l'ensemble du corps enseignant et la nation tout entière. Les islamistes exilés en France ne sont pas les bienvenus chez nous, qu'ils le sachent, et doivent repartir chez eux le plus urgemment possible en terre d'islam, car notre avenir démographique est en jeu. Ce sont les gouvernements successifs, de droite, de gauche et d'En Marche, qui ont importé, depuis 1970, et de manière encore pire depuis 2017, des millions d'islamistes sur notre territoire, et ce, sans l'accord du peuple français, sans l'assentiment du peuple français, sans le consentement du peuple français. Cette émigration massive nous a été imposée sans notre accord. Demain, je souhaite que l'enseignement du fait chrétien se décline en cours d'histoire, et ce, dès l'école primaire. Car l'État est laïque, mais la France est une terre chrétienne depuis 2000 ans, et la fille est née de l'Église catholique depuis 1500 ans. Les professeurs n'ont pas à enseigner au sein de l'école française les fondements de l'islam, les fondements du judaïsme, les fondements du bouddhisme, les fondements de l'hindouisme. Ces thématiques sont beaucoup trop sensibles et matière à controverse. Par ailleurs, je tiens à le redire, ces confessions n'appartiennent pas au patrimoine identitaire, religieux et civilisationnel de la France. Elles n'ont donc pas à être enseignées à l'école publique, ni même à l'école privée, par des professeurs. Dès que j'arriverai au pouvoir, le vêtement islamique, tout comme les cantines halal, seront définitivement interdits dans tous les établissements publics. Quant à l'uniforme tricolore à l'école, au collège et au lycée, j'y suis désormais favorable au nom de l'égalité des chances. J'ai évolué récemment à ce sujet car je constate qu'il y a beaucoup trop de tensions avec les islamistes. Cette norme vestimentaire doit être expérimentée urgemment dans certaines villes, dans certains établissements, pour tester de son acceptabilité sociale. Chers enseignants et chères enseignantes de France, j'espère vous avoir convaincu de la qualité des réformes et des mesures que je souhaite engager avec mon futur ministre de l'Instruction publique, qui sera, je tiens à vous le dire et à vous le répéter, l'antithèse de M. Gabriel Attal, à la fois par ses mœurs, à la fois par sa religion et à la fois par son expertise et sa maturité. Chers enseignants et chères enseignantes de France, sachez que je vous estime et que je vous soutiens dans cette dure période que nous traversons. Le macronisme est à bout de souffle. Le macronisme est une impasse politique. Le macronisme, athée, libertaire, versatile, dépensier, belliqueux, conduit notre pays à la désespérance, au déclin éducatif, au déclin culturel, à la violence endémique, à l'ensauvagement des établissements, à l'endettement abyssal et à des tensions injustifiées avec l'Afrique et avec la Russie. Ce que je déplore sincèrement en tant que présidente des souverainistes, car la France, je le dis et je le répète, doit entretenir avec ses voisins et ses partenaires commerciaux des relations respectueuses, des relations apaisées et des relations cordiales. Chers enseignants et chères enseignantes de France, ne vous laissez pas endoctriner par les retournements de veste et les beaux discours de la Macronie. Ne vous laissez pas endoctriner par les promesses de la Macronie qui cherche par tous les moyens à se maintenir coûte que coûte au pouvoir en maintenant le gouvernement de Mme Borne. Ne vous laissez pas endoctriner par les médias macronistes gavés à outrance de subventions gouvernementales. Ne vous laissez pas endoctriner par les publicités multiethniques des marques mondialistes dont le seul objectif est d'éradiquer la blanchitude française. Le souverainisme démocratique, éthique et chrétien que je porte en tant que présidente des souverainistes et ferventes catholiques est la seule solution pour édifier la France de demain, pour protéger les Français, les Françaises et leurs enfants de l'entrisme islamique et pour renouer avec l'excellence éducative qui fit notre fierté, notre réputation et notre gloire durant des siècles. Je vous invite, chers enseignants et chères enseignantes de France, à un sursaut de lucidité, un sursaut de résistance, car la victoire, je le sais intimement, est à notre portée. Vive la démocratie, vive les enseignants et les enseignantes de France, vive la France, souveraine, entreprenante et résolument chrétienne.